Nous enchaînions avec la table ronde suivante, enfin première table ronde. Ce qu'on disait, c'est que l'important également, c'est de trouver quel est le marché qui pourra utiliser, consommer les matières premières recyclées. Du coup, cette première table ronde vise à donner la parole à la fois des donneurs d'ordre pour voir du coup comment les metteurs sur le marché peuvent accompagner et être le moteur du développement de filières de recyclage. Donc, du coup, je propose d'accueillir Jean-Philippe Billet, directeur de l'usine de Flins et du projet Refactory de Renault. On aura également Vianney Delavernay. Bonjour, monsieur Billet. Bonjour. On a également Vianney Delavernay, responsable stratégie RSE et innovation chez Engie France Renouvelable. Bonjour, monsieur Delavernay. Et on a également un autre acteur qui est Manuel Burnand, directeur général de Fédérec, donc là qui permet de donner la vision des professionnels du recyclage pour voir quels sont à la fois les enjeux de cette filière et comment inciter à l'utilisation de matières premières issues du recyclage. Je vous propose de commencer, monsieur Billet. Est-ce que du coup vous pouvez nous présenter le projet de Refactory, donc, du coup, qui consacre l'usine de Flins à l'économie circulaire? Quels sont un peu les axes, les solutions que vous souhaitez y développer pour proposer des solutions de mobilité à impact environnemental faible? Très bien, vous m'entendez? Vous voyez ma présentation? Ça arrive. Impeccable, parfait. Ok, très bien. Donc, en fait, le projet Refactory fait partie du plan stratégique Révolution qui a été annoncé en début d'année par Luca De Meo. En fait, on est parti du constat qu'en fait, un véhicule peut durer plus longtemps et avoir plusieurs vies. Alors on le connaît tous sous forme d'objet de mobilité, mais on le retrouve aussi, on peut le considérer comme usage, quand notamment on parle de véhicules en autopartage. Quand on commence à le déconstruire, on le retrouve sous forme de pièces. Et puis à la fin du cycle de vie, on peut le retrouver sous forme de matière première. Et en fait, on a fait le constat que tout au long de ce cycle de vie, finalement, le véhicule pouvait générer, comment dirais-je, pouvait être source de profitabilité et source de valeur. Et pour capter toute cette valeur, le groupe Renault va créer à Flins la Refactory. Alors, la Refactory, c'est quoi? C'est finalement, c'est faire de Flins la première usine européenne d'économie circulaire à impact carbone négatif qui sera dédiée à la mobilité. L'objectif, c'est d'implanter à Flins un écosystème, c'est-à-dire un système ouvert à des partenaires, donc des gros corporates, des startups, des chercheurs, des universitaires, des centres de formation, qui vont trouver en un même lieu les débouchés, les sourcings, les expertises, les moyens d'investiguer, de façon à développer à Flins des business pérennes et rentables autour de l'économie circulaire dédiée à la mobilité. Donc, en fait, dans cet écosystème, on va développer beaucoup d'activités, dont certaines pour lesquelles on n'a pas les expertises. Et donc, on a besoin de ces partenaires pour avancer, puisqu'il y a beaucoup de technologies qu'on ne maîtrise pas forcément chez Renault. Alors, cet écosystème, on l'a structuré autour de 4 pôles, Retrofit, Re-Energy, Recycle et Restart. Retrofit a pour vocation de prolonger la vie des véhicules. Re-Energy, le point de départ, c'est les batteries qui sont aujourd'hui chez nos clients dans les véhicules qui sont sur la route. Recycle a pour vocation de démanteler, recycler et réutiliser les matières premières. Et Restart a pour ambition de former, enfin de faire de Flins un centre d'innovation et d'expertise sur l'économie circulaire et la mobilité. Donc, Retrofit, 4 leviers. Le premier, c'est ce qu'on appelle la Factory VO. Donc, en fait, pour plein de raisons, actuellement, le véhicule d'occasion est en train de se développer. Et l'objectif, c'est d'implanter à Flins une usine à reconditionner les véhicules d'occasion et à prolonger leur vie. Donc, quand je dis une usine, c'est que là, dès cette année, on va construire une première tranche qui serait capable de traiter et de reconditionner 45 000 voitures par an. Donc, juste pour vous donner une idée, ça fait à peu près 10 voitures à l'heure. Et on sait qu'on a un potentiel de pouvoir recycler d'ici 2030 jusqu'à 100 000 voitures par an dans un rayon de 200 km autour de Flins. Donc là, l'objectif,
c'est de redonner un second souffle à nos véhicules en les reconditionnant et en leur donnant un niveau de qualité que l'on veut au plus proche des véhicules première vente. Rétrofit, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont détenteurs de véhicules utilitaires notamment, et en particulier des véhicules utilitaires transformés. Donc, c'est des véhicules utilitaires qui, au bout de 5 ans d'usage, ont beaucoup de valeur. Et on sait qu'avec la sévérisation de la réglementation, finalement, ces clients vont se voir interdire l'accès au centre des villes et ils vont être confrontés à un dilemme, à savoir, ils vont devoir renouveler leur véhicule avec tout ce que ça comprend de coûts de transformation. Et on veut leur proposer deux alternatives possibles qu'on est en train d'étudier. La première, c'est de transformer ces véhicules diesel vers le biogaz. Et l'autre, c'est de transformer ces véhicules thermiques vers du full électrique. Le troisième levier, c'est la maintenance de flotte. Donc, avec toutes les évolutions du rapport à l'automobile, on sait que les véhicules de flotte, en particulier les véhicules location courte durée et autopartage, vont se développer. Flins, c'est pas loin de Paris, et on va en faire une base arrière de maintenance de ces flottes qui vont opérer dans Paris. Et puis le dernier pôle, le dernier levier, c'est ce que nous on a appelé le projet 1 million de kilomètres. En fait, l'idée, c'est d'inciter nos clients à revenir vers Flins au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans d'utilisation. Et là, l'idée, c'est de faire deux types de transformations. La première, c'est de changer des pièces par des pièces de qualité supérieure ou plus durables pour prolonger la vie des véhicules. Et l'autre transformation, c'est de faire des montées en gamme, notamment, par exemple, on peut penser à des systèmes multimédia qu'on mettrait au goût du jour pour prolonger l'usage des voitures. Le deuxième levier, c'est Renergy. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, les batteries sont dans les voitures. Enfin, Renault a été l'un des premiers constructeurs à commercialiser les véhicules électriques, hein, notamment avec Zoé. Et aujourd'hui, toutes les batteries qu'on a mis en circulation sont pour l'instant dans les voitures de nos clients et elles vont commencer à revenir vers Renault, hein, qui est responsable de leur recyclage massivement à partir de 2025. Et là, la question que se pose de qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries quand elles vont revenir vers nous. Donc jusqu'à milieu de l'année dernière, c'était un vrai problème. On ne savait pas trop ce qu'on allait en faire à part les démanteler. Et finalement, on a fait le constat que ces batteries, quand elles sont plus valables pour l'automobile, elles gardent encore 75 à 80% de leur capacité de charge. Et donc, on va les réutiliser pour faire des modules de stockage d'énergie en stationnaire. Alors, de petite capacité, de moyenne capacité ou de grosse capacité, notamment pour faire de l'équilibrage de réseau EDF. Et en fabriquant à Flins, à partir de ces batteries, des modules d'énergie. L'autre gros développement qu'on veut faire à Flins autour de l'énergie, ça tourne autour de l'hydrogène. Il y a quelques semaines, Renault a créé avec une société américaine qui s'appelle Plug Power une joint venture qui s'appelle IVIA et qui va permettre de fabriquer des véhicules à propulsion hydrogène. Et à Flins, on va notamment assembler les piles à combustible de ces véhicules. Le troisième pôle, c'est Recycle. Donc là, on est vraiment sur le recyclage. Donc là, il y a plusieurs chantiers qui vont être menés à Flins. Le premier, c'est qu'on va construire une usine de déconstruction de véhicules qui sera capable en 2025 de démanteler jusqu'à 10 000 voitures par an. Alors, c'est une activité qu'on réalise déjà chez Renault dans une filiale qui s'appelle Indra. Indra, c'est une joint venture qu'on a avec, à 50-50 avec Suez et qui anime 300 centres de déconstruction en France, hein, sur les 1700, et qui aujourd'hui déconstruit à peu près un tiers des véhicules qui sont envoyés aujourd'hui. Alors VHU, c'est entre guillemets, c'est des casses, hein, et qui déconstruit un tiers des véhicules en France, ce qui nous permet de récupérer des pièces notamment et de la matière. Donc, associé à cette ligne de déconstruction, on a deux activités qui vont être sous-tendues. La première, c'est de récupérer pour les pièces qui sont récupérables des pièces qu'on appelle pièces de réemploi. Donc, c'est une activité que l'on a déjà chez Renault, mais on veut la développer et la brancher sur des flux beaucoup plus directs avec justement les centres de reconditionnement de véhicules d'occasion et avec notre propre réseau. Aujourd'hui, la pièce de réemploi en France, c'est 3% du chiffre d'affaires global de la pièce de rechange, alors qu'aux États-Unis, on est proche de 20%. Donc, il y a beaucoup à faire autour de la récupération et du recyclage de ces pièces.
Et l'autre activité pour les pièces justement qui sont pas récupérables, et ben, c'est de développer des filières de comment dirais-je de recyclage des matières. Donc, on est en train de travailler ces sujets-là, notamment avec nos propres fournisseurs. Hein. Donc, on a des discussions, notamment avec des gens comme Veolia ou Forestia. Hein. Sachant que on sait que la réglementation en la matière va évoluer. Renault, de son côté, a déjà pris l'engagement en 2030 que nos véhicules seraient composés à 33% de matières recyclées. Mais on sait que de toute façon, la réglementation, notamment sur les plastiques, va évoluer dans les prochaines années pour justement imposer des seuils. Et donc, il faut dès à présent regarder comment on va récupérer ces matières-là. Alors là, l'objectif, c'est d'une part, organiser tout le collectage de ces matières, sachant que la logistique est un facteur clé de compétitivité de la matière recyclée. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de trouver des applications où on est capable, dans nos cahiers des charges, d'intégrer des spécifications qui concernent de recycler, en particulier sur les plastiques. Et puis le dernier levier, c'est la plateforme logistique, puisque Flins est à côté sur le bord de Seine, sur l'axe Le Havre. Paris, hein, donc entre le port de Paris, je dirais entre guillemets, et puis Paris, il y a le rail et l'autoroute pas loin, et on intéresse beaucoup d'acteurs pour développer des solutions multimodales, notamment avec le fluvial autour de Flins. Et puis le dernier levier, c'est Restart, avec deux enjeux pour nous. Le premier, c'est ce qu'on a appelé Station Flins, c'est un incubateur et un hub de développement et de recherche autour de l'économie circulaire dédiée à la mobilité. Et l'autre levier, c'est Campus. Alors, Campus, le point de départ, c'est que nous, on va arrêter la fabrication de voitures à partir de 2024 pour basculer sur l'économie circulaire et qu'il va falloir que notre propre personnel, on l'accompagne dans cette mutation de métier, je dirais, de la fabrication de voitures à des activités d'économie circulaire. Et ensuite, donc, on va développer des formations. Et l'idée, c'est ensuite ouvrir ces formations à d'autres entreprises et à l'extérieur. Et à partir de là, autour de ce noyau, on veut développer en partenariat avec des universités, notamment on est en discussion avec Paris Sciences Lettres, Paris Saclay, pour développer des modules de formation ou académiques ou recherche autour de l'économie circulaire et dédiée à la mobilité, avec des pôles de recherche également que l'on veut très appliqués, puisqu'on a la possibilité à Flins de faire des pilotes, je dirais, industriels. Donc l'idée, c'est de faire plutôt de la recherche appliquée à l'industrialisation autour de l'économie circulaire. Voilà ce que, en deux mots, je voulais vous expliquer sur notre projet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir ce projet très ambitieux. Peut-être que je vous propose qu'on laisse passer les deux autres intervenants et puis qu'on prendra quelques questions à la fin. Très bien. Merci beaucoup. Donc là, c'était une vraie illustration de ce qui peut être fait sur les voitures, les véhicules. Un deuxième exemple maintenant avec Monsieur Delavernet dans un autre domaine d'application sur la partie énergie. Est-ce que Monsieur Delavernet... Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis là. J'ai un problème de caméra, donc je vous prie de m'excuser, je n'arrive pas à l'activer. Mais plutôt que d'essayer de perdre du temps à la réactiver, si ça vous va, je vais intervenir sans caméra. Eh ben, pas de souci, on vous entend très bien. Parfait, alors. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion ici de parler de ce que notre vision de l'économie circulaire pour les énergies renouvelables. Un tout petit, une petite prise de recul avant de commencer. Évidemment, Engie, vous le savez, est engagé dans la transition énergétique avec une raison d'être qui proclame que sa raison d'être, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie, plus respectueuses dans l'environnement. Une raison d'être, c'est une boussole pour une entreprise et à un moment, et c'est particulièrement important, à un moment où il ne va pas de soi que les énergies renouvelables sont des énergies durables. Et la question des matériaux utilisés, la question de leur recyclabilité, de leur origine, c'est la nouvelle frontière à dépasser pour les énergies renouvelables pour démontrer leur contribution effective à la transition écologique
et notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'était important pour nous, pour Engie, de prendre très au sérieux ces engagements, tout en évidemment mettant en perspective aussi les limites que peuvent avoir les critiques qui pèsent sur ce sujet-là, hein. On l'a vu dans la précédente intervention, les questions, par exemple, des métaux, la question se pose finalement relativement peu pour l'éolien et le solaire, mais je pourrais y revenir dans la phase de questions. C'est pas le sujet. Ici, je voulais vous parler effectivement de la façon dont on a abordé la question de l'économie circulaire et abordé la question des métaux avec un focus particulier sur l'éolien. On sait que l'éolien, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce document qui organise ou qui structure, qui donne de la visibilité sur l'évolution du mix énergétique en France, cette programmation pluriannuelle de l'énergie accorde une forte part à la technologie éolienne, à la filière éolienne, dans le rééquilibrage de notre mix et dans l'atteinte de nos objectifs d'énergie renouvelable au niveau européen. L'éolien, vous l'avez encore vu ces dernières semaines, fait l'objet de très nombreuses critiques, en France en particulier, pour également des raisons sur lesquelles je serais heureux de revenir, mais qui sont moins le sujet. Je vais prendre au sérieux la part réelle, enfin plutôt la partie qui nous concerne aujourd'hui des critiques qui portent sur la question du recyclage de l'intégralité des composants. Une éolienne aujourd'hui se recycle facilement à plus de 90% donc de sa masse totale. Et notre objectif, c'était non seulement de faire connaître hein, les méthodes de recyclage des principaux composants de l'éolienne, mais aussi de prendre à bras le corps le talon d'Achille de l'éolien qui sont les pales, en fait. Les pales d'éoliennes qui sont fabriquées qui sont composées d'un composite, en fait, d'un matériau composite, donc de résine associée à de la fibre de verre le plus souvent, mais également de la fibre de carbone. Et si on tient compte du fait que, conformément à la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans les 10 prochaines années, on va multiplier par 2 les capacités installées. Ça veut dire qu'on va rajouter en France 20 000 pales. À raison de 8 tonnes par pale, ça veut dire qu'on va rajouter 160 000 tonnes en France de matériaux composites. Ce qui nous est prendre conscience que, aussi vertueuse que peut être l'énergie éolienne, nous avions une responsabilité, nous, Engie, en particulier, dans le fait de de trouver des solutions pour non seulement recycler les pales qui sont déjà installées, mais aussi et surtout, dans une logique d'éco-conception, de promouvoir la fabrication de pales totalement recyclables. Alors, une petite précision, Engie ne fabrique pas de pales, hein, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes engagés dans le partenariat que je vais décrire en tant que leader de l'éolien en France, en tant qu'acheteur responsable finalement, mais nous n'avons pas vocation à fabriquer de pales et nous ne le ferons pas. Ce n'est pas notre objectif. Donc je disais qu'il y avait 2 axes sur lesquels on travaillait. Un axe qui va rejoindre d'ailleurs l'intervention précédente, puisque notre objectif, c'est de recycler d'abord au mieux les éoliennes existantes. Et dans ce cadre-là, on a un partenariat avec Suez. Avec Suez, nous avons décidé de nous associer pour évaluer au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure que des parcs éoliens arrivent en fin d'exploitation, les meilleures solutions de valorisation et de recyclage des composants, en testant notamment différentes solutions existantes en France ou dans des pays limitrophes de recyclage des pales. Et le deuxième axe, c'est donc l'axe d'éco-conception auquel j'arrive désormais, qui vise à identifier une des manières d'installer en France, ou en Europe d'ailleurs, dans les prochaines années, des pales totalement recyclables. Il y a 2 ans, nous avons eu un échange avec Arkema qui est peut-être représenté ici, je ne sais pas, un échange avec Arkema qui a déposé un brevet sur une nouvelle résine, une résine qui s'appelle Hélium, une résine dont les caractéristiques sont telles qu'elle peut être retraitée à des niveaux de température faibles, permettant ainsi de la récupérer dans les composites qu'elle permet de produire.
Et une des applications phares, lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'on a identifié ensemble, c'était évidemment les pales. On s'est dit qu'aujourd'hui, le temps de l'innovation pure, de la recherche était derrière nous, et qu'en revanche, on était à un stade où l'enjeu, c'était un enjeu de filière, d'organisation industrielle d'une filière, pour passer de la certitude théorique que cette nouvelle résine associée à de la fibre de verre ou de carbone permettrait in fine de la récupérer. Aujourd'hui, on est capable de récupérer les fibres dans une pale d'éolienne, mais on valorise thermiquement, c'est-à-dire assez faiblement finalement d'un point de vue du recyclage, la résine. L'objectif, c'était de passer de cette conviction que désormais on arrivait à récupérer la résine à un stade industriel. Et donc notre réflexion, ça a été de se dire, nous voulons réellement faire entrer désormais l'éolien et plus particulièrement les pales dans la logique d'économie circulaire en associant à nos travaux l'ensemble des représentants de la chaîne de valeur des pales. Et c'est la raison pour laquelle on a tendu la main à d'autres acteurs industriels et qu'on a créé le partenariat Zebra. Donc, le partenariat Zebra, il associe aujourd'hui évidemment Arkema, évidemment Engie, mais aussi et surtout LM Wind, hein, qui est un fabricant de pales, Suez, en tant que industriel spécialiste des déchets, Owens Corning, hein, qui est un producteur de fibres, et puis adossé, ou même plutôt tous ces partenaires sont associés à l'IRT Jules Verne et à l'Institut Canoë, qui sont pilotes de la démarche. Cette démarche, finalement, elle vise à quoi? Elle vise à, dans les 3 ans désormais, 3 ans, oui, 3 ans et demi, 3 ans désormais, à fabriquer les premières pales 100% recyclables à taille réelle euh, à partir de la résine hélium et en parallèle, tester non seulement la fiabilité de ces pales hein, dans des conditions qui simulent la réalité des événements auxquels les pales peuvent être soumises, mais également à tester la chaîne de valeur du recyclage. Où est-ce qu'on les emmène, comment on les recycle, quelle est la qualité des fractions qu'on peut récupérer. L'objectif, je crois que c'est assez important dans cette logique d'éco-conception, c'est d'arriver d'ici 3 ans à promouvoir sur le marché de l'éolien des solutions de pales totalement recyclables qui achèvent de donner à l'éolien son rôle dans la transition énergétique. Voilà, je ne vais pas revenir à mon intervention liminaire qui insistait sur le fait que c'est notre talon d'Achille et en même temps, bah, c'est le principe de cette image, c'est un défaut finalement mineur, mais qu'il nous fallait traiter parce que c'est un défaut visible et fortement ciblé par les opposants à l'éolien. Et voilà, c'est ce que nous avons souhaité faire dans le cadre du partenariat Zebra, atteindre désormais d'ici 3 ans des éoliennes qui sont 100% recyclables. Merci beaucoup. Donc du coup, on voit de façon à la fois sur la notion de recyclage et travailler également à l'éco-conception pour que les matériaux soient durables en fin de vie. Merci beaucoup. Nouvel intervenant avec une vision un peu différente et très complémentaire. Monsieur Burnand, donc, vous représentez FEDEREC, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Du coup, vous avez une vision assez transversale des acteurs du recyclage, à la fois en termes de filières qui sont adressées et de matériaux. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner votre vision des grands défis que rencontrent les acteurs du recyclage pour augmenter le recyclage des matériaux et du coup la réincorporation des matériaux dans des nouveaux produits? Très bien, bonjour à tous et avec plaisir. J'ai une présentation, je ne sais pas si c'est vous qui l'a passée. Comme vous préférez. Oui, vous pouvez la mettre à l'écran, comme ça c'est pendant que j'introduis. Alors déjà, je voulais faire un petit mot d'amitié à Jean-Philippe Billet, alors que je ne connais pas personnellement, mais j'étais le premier ingénieur chez Renault. J'ai fait ma première partie de carrière chez Renault et j'étais le premier ingénieur sur ces sujets de centre de démontage de voitures pour avoir inauguré le premier centre en 91, enfin en 92 exactement, à Athis-Mons, ce qui a donné lieu d'ailleurs au centre de Romorantin. Et puis donc je suis très heureux de voir les développements de la maison mère voilà, sur ces travaux de recyclage et voilà, je m'en réjouis beaucoup. Voilà, donc maintenant pour revenir à un petit mot à la fédération. Alors, une anecdote, hein, puisque FEDEREC était signataire de l'accord cadre français
en 91 justement avec Renault sur ces histoires de recyclage. Donc voilà, une continuité. Fédérec est une vieille dame, je dirais, qui a 73 ans maintenant. Donc le syndicat qui représente les intérêts du recyclage en France et sur en fait la panoplie complète des métiers. Donc le plus gros volume, c'est les déchets du bâtiment, parce qu'on a une REP très importante, à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est en train de se préparer à une mise en place. Bien sûr, les éléments métalliques, tout ce qui est palette et bois, le plastique sous toutes ses diversités, puisqu'en fait, quand on parle du plastique, c'est en fait 7 grandes résines et à chaque fois des métiers spécifiques. Le recyclage des textiles, qui fait l'objet aussi d'une actualité, papier carton. Et puis après ça, on a des filières, je dirais, alors aussi par objet, hein, c'est le cas de la filière des 3E, puisqu'on est en assemblage, ou la filière de la déconstruction automobile, c'est donc là encore un objet, on l'a évoqué tout à l'heure. Valordec qui est centralisé sur tout ce qui est hors recyclage, je dirais traditionnel, plutôt tout ce qui est valorisation énergétique, biodéchets. On a une unité de solvants également, donc régénération de solvants, et bien sûr le verre et les métaux non ferreux. Voilà, donc on couvre l'ensemble du spectre. Voilà, c'est 110 millions de tonnes, hein, les chiffres ne sont pas complètement à jour. En fait, on a actualisé tout récemment un peu plus de 30 000 emplois, effectivement un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, sachant que voilà, le recyclage, pour bien le définir, on part de la collecte jusqu'à la préparation de matières premières pour l'industrie dite consommatrice. C'est-à-dire qu'on alimente les verriers, on alimente les papetiers, on alimente les régénérateurs de plastique, on alimente les fours sidérurgiques. Voilà, juste pour bien borner ce que c'est que le recyclage dans notre définition, et bien sûr un gros intérêt sur les économies de CO2, plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2. Alors ça, c'est bien sûr la globalité de la chaîne, puisque le gros de l'économie se fait au moment de je dirais, la substitution dans le four par rapport à de la matière vierge. Voilà, et puis juste ce que je n'ai pas dit, c'est que Fédérec, c'est aussi une structure en région. Enfin, on peut passer le slide d'après. C'est une structure en région. Donc, de manière historique, Fédérec est né d'abord de ces syndicats de région qui sont, à un moment donné, ont voulu un porte-parole national. Et donc, dans le cas particulier de l'Occitanie, donc on a Olivier Dahl qui préside Fédérec Occitanie. Et donc, la région, du côté Fédérec, c'est un peu plus de 200 établissements de recyclage, une majorité de TPE, PME, même si effectivement les groupes sont également présents chez Fédérec, et notamment Suez, Veolia qui ont été cités à plusieurs reprises. Voilà, un tissu très important de TPE, PME. La région Occitanie, c'est 10% des établissements, donc à peu près 1200 établissements. Donc ce qu'on entend par établissement, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement, donc voilà, qui disposent de toutes les autorisations. Alors selon voilà, le différent secteur d'activité, donc on peut avoir des entreprises très spécialisées, recyclage métallique ou recyclage textile, et puis dans certains cas des sites qui sont polyvalents avec plusieurs rubriques ICPE. Et donc sur la région, à peu près 2200 salariés. Et puis, je vous ai mis un peu les chiffres, je dirais, d'économie d'énergie associés au recyclage et en CO2 également. On peut passer. Voilà, donc maintenant, les enjeux, pour répondre à la question posée, les enjeux de la filière, déjà, c'est l'impact des nouvelles technologies, puisqu'on a, je dirais, globalement l'arrivée du numérique au sens large dans nos sujets qui infiltre ce secteur-là comme l'ensemble des secteurs industriels français. Et donc avec toutes les questions de robotisation, d'amélioration des processus de détection, puisque ça c'est grosso modo le recyclage, ça passe par une phase de tri. Une fois qu'on a mis à la dimension, on trie, et on trie par une multitude de technologies, que ce soit l'infrarouge, les rayons X, les tris aéroliques. Enfin, il y a en gros une quinzaine de techniques qu'on utilise selon les matières entrantes. Et puis les centres de tri, donc on a un élément nouveau qui est issu de la loi AGEC, c'est la notion de performance de centre de tri. Donc ça, c'est des choses qui vont faire l'objet d'une labellisation par la fédération. Et donc c'est un travail important qui est un des objectifs étant, je dirais, de garantir qu'un centre de tri performant a un débouché en centre de stockage. En fait, c'est un peu la fin de la chaîne et tous les processus de recyclage génèrent une part de refus. Alors qu'on va essayer de valoriser en énergie quand on pourra, mais quand on ne pourra pas, il faudra bien avoir une solution derrière d'enfouissement.
Et puis, bien sûr, la traçabilité, alors qui est très, très, très large, hein, je ne vais pas la développer, mais elle fait partie prenante, je dirais, de notre métier à toutes les étapes, et encore plus avec la loi AGEC qui introduit, notamment avec le track déchets, donc une gestion, je dirais, à toutes les étapes de la collecte et du traitement des déchets, un rendu de la progression du recyclage. Sachant qu'on a à la marge des discussions avec les pouvoirs publics, la DGPR, sur la question du secret des affaires, puisqu'en fait, on remet entre les mains de l'administration l'ensemble de notre carnet d'adresses commerciales. Donc voilà, on veut juste avoir des assurances de ce point de vue-là. Et puis également, partie des sujets qu'on a avec les gouvernements et les éco-organismes sur la question de la propriété de la matière, puisqu'en fait, c'est l'ADN de notre métier, hein, de faire commerce de cette matière. Alors déjà, de la préparer, de la mettre au cahier des charges de l'industrie consommatrice. Et voilà, on voit apparaître certaines tentatives ou tentations, on va dire, de certains éco-organismes de s'approprier cette matière, et ce qui pour nous peut être extrêmement perturbant, parce que ça vient, je dirais, dérégler des schémas industriels en place. On l'a vu, il y a des retours d'expérience, je dirais, pas forcément très favorables. Et derrière, voilà, c'est vraiment la technicité, la compétence d'exploitation et le risque, je dirais, d'investissement, d'emploi également, qui est assuré par nos entreprises, et on ne voudrait pas que l'emploi soit sacrifié sur ces questions de propriété de la matière. Un deuxième sujet, c'est la question des frontières, puisqu'il y a une tentation, là, pour le coup, de l'Europe, je dirais, de conserver la ressource déchets en Europe. Encore faut-il qu'on ait en face le besoin industriel, et ce n'est pas le cas aujourd'hui sur un certain nombre de matériaux. Donc là, il y a des échanges avec la Commission à travers la révision de la directive sur l'exportation de déchets. Voilà. Puis globalement, sur la réglementation, on est partie prenante de l'État depuis de nombreuses années, avec une actualité très intense en ce moment sur les décrets de la loi anti-gaspillage, et puis bien sûr bientôt la loi climat qui arrive derrière. Passer. Voilà, donc pour être un peu plus précis sur les questions de l'incorporation, on a, déjà il y a la question, remettre en perspective le cadre réglementaire, puisque la loi de transition énergétique croissance verte donc fixe des outils de réduction du stockage, et nous on a dit c'est bien beau de réduire le stockage, mais il faut absolument en face qu'on puisse améliorer l'incorporation, parce que si on n'a pas les débouchés, voilà, on va forcément être limité. Et donc ça, c'est pour le coup la loi AGEC qui nous favorise, et le comité stratégique de filière. Alors juste pour revenir sur la loi AGEC, la loi, je dirais, permet la possibilité d'introduire des obligations d'incorporation. Je dirais, dans sa grande sagesse, l'État a voulu, dans un premier temps, laisser travailler les acteurs, voir, je dirais, les orientations qui pouvaient être prises, les initiatives qui pouvaient être prises par les parties prenantes, et en se disant, si jamais il n'y a pas, je dirais, suffisamment d'ambition, à ce moment-là, on passera à la phase d'obligation, sachant qu'au passage, on s'est rendu compte que c'était très difficile de faire des obligations au niveau français, parce que ça n'a pas de sens, que le risque, c'était en mettant une contrainte en France, c'est d'avoir une modification des marchés au profit des pays limitrophes. Et donc, on en est aujourd'hui sur une démarche européenne, comme ça a été évoqué par Renaud, où effectivement, on a dans les tuyaux certainement des obligations d'incorporation de plastique au niveau européen dans l'automobile. Et ça, on l'appelle de nos voeux, parce que on ne peut pas, je dirais, fermer les frontières ou réduire les débouchés alternatifs sans ouvrir des débouchés. Le paradoxe un petit peu européen, c'est qu'en fait, on est un pays d'importation de produits, en particulier asiatiques, et donc on hérite sur notre sol, je dirais, de matières premières issues d'Asie, et qu'avec le China Ban, on a fermé les frontières de retour vers la Chine. Donc il y a un petit peu de matière qui repart vers certains pays asiatiques, mais globalement, voilà, on a un surcroît de matière issue de l'Asie et on n'a plus le retour. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcer dans l'industrie européenne un certain nombre de matériaux. Et donc, c'est des choses qu'on expertise actuellement à travers le comité stratégique de filière, et donc un contrat qu'on a signé, un avenant qu'on a signé la semaine dernière avec Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher. Donc, c'est quand on dit la filière, c'est, je dirais, les fédérations, bien sûr, représentatives du secteur du recyclage et du traitement des déchets plus largement, donc bien évidemment fédérés sur le recyclage, mais également la FNAD et le SNEFI. Donc on est, je dirais, le bras armé de ce contrat de filière, mais avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des fédérations, et on travaille également avec les autres comités stratégiques de filière. Donc dans ce cadre-là, j'y reviendrai un petit peu, mais voilà, la question des pales d'éoliennes a été bien identifiée, et ce qu'a pu vous expliquer Doris Niklaus, ça fait partie des sujets qui sont appréhendés par notre CSF
Et donc, voilà, c'est une relation privilégiée, je dirais, entre l'État et la filière, puisque dans ce cadre-là, l'État est partenaire. Donc, potentiellement peut intervenir sur la réglementation s'il y a besoin de lever des verrous, mais l'État a un rôle de facilitateur de la filière, et la filière déchets est référencée comme une filière stratégique pour le pays, puisqu'on exploite la mine urbaine. Et maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail, je dirais les défis qu'on a matière par matière, je ne vais pas bien sûr les approfondir, mais dans les grandes lignes, on a un sujet sur le métal avec un intérêt, notamment en ce moment la révision des quotas d'émissions. On devrait ouvrir des débouchés, je pense, un peu plus importants en hauts fourneaux, parce que les hauts fourneaux qui traitent principalement du minerai peuvent traiter également de la ferraille. On a un sujet sur les métaux non ferreux avec deux grands métaux, l'aluminium et le cuivre, avec notamment les modifications des équilibres sur l'industrie automobile. On voit bien qu'il y a la demande de cuivre augmente et la demande d'aluminium se modifie. Papier carton, bon, voilà, c'est aussi bien sûr un sujet où la France est excédentaire, l'Europe est également excédentaire, mais voilà, des capacités, et puis bien sûr avec l'arrivée du numérique, les supports papier qui ont tendance à diminuer, il y a un équilibre à trouver et des équilibrages entre le papier et le carton. Sur le bois, c'est également un sujet, puisque donc on a une ressource en bois en France qui est très importante, avec pas mal d'exportations, soit sous forme matière, soit sous forme chaleur. Le verre, là, ce qui va changer, c'est l'arrivée de, je dirais, la filière déchets du bâtiment, avec un surcroît du verre issu du bâtiment qui, jusqu'à maintenant, allait plutôt en centre de stockage. Donc là, c'est une opportunité et ça concourt, je dirais, au bâtiment bas carbone, avec une tentative de circularité du verre plat vers le verre plat. Le textile, avec des enjeux d'augmentation également du taux de recyclage, une filière qui est quand même beaucoup tournée vers le réemploi et la grande exportation. Et puis voilà, je dirais les plastiques, on vous en parle tout le temps, donc je ne vais pas développer, mais c'est un sujet qui a été très approfondi avec toutes les meilleures pratiques et un travail très complet. Hein, pour donner les chiffres clés, on est sur un gisement de matière plastique de l'ordre de 4,8 millions de tonnes. Ça, c'est la partie fin de vie, enfin, et puis après ça, la filière elle-même, avec un objectif de recyclage de 1 million de tonnes à l'horizon 2025. Vous voyez qu'on est une filière sur laquelle il y a énormément de marge de progression, mais d'une filière d'une très grande complexité, à la fois technique et bien évidemment, il faut avoir la demande et il faut, je dirais, ce qu'on fait à partir de déchets, on puisse fournir les besoins industriels de l'industrie 4.0. Alors, il y a des cas où c'est facile, il y a des fois où c'est beaucoup plus complexe et effectivement, on aura besoin à un moment donné, certainement à la marge du recyclage chimique. Voilà, je regarde le timing, j'ai encore 4 minutes. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu développé les grandes actions. Hein. C'est mieux utiliser la mine urbaine, développer les exutoires de recyclage matière. Alors, regardez bien sûr au niveau du territoire et de la région Occitanie en particulier. Et ça, c'est un travail qui est en cours, puisqu'on a une assez bonne vision, j'ai l'air de l'émergence de la ressource sur le plan national. Sur le plan, je dirais, région, on a une assez bonne perception également, mais après ça, il y a des flux, je dirais, et ça dépend bien sûr de l'implantation des usines consommatrices. Ce sera certainement un des objets des plans économie circulaire de la région Occitanie, de regarder ça dans le détail, et voilà, de manière, depuis la loi NOTRe, la Fédérec Occitanie travaille étroitement avec la région, bien évidemment. Voilà, donc après ça, il y a la question de la compétitivité, puisqu'il faut fournir en qualité et en prix, sachant qu'on est sur des matières qui dépendent de cycles liés aux matières dites extractives, et puis que globalement, le recyclage est un secteur de plus en plus technique qui doit offrir un maximum de garanties sur la sécurité. Alors même s'il y a des éléments de productivité avec la robotisation, on a quand même globalement des frais de fonctionnement qui sont plutôt en augmentation, puisque une réglementation de plus en plus exigeante, et puis une volonté de qualité qui fait qu'il y a une part de déchets non valorisables qui nous reste sur les bras, on va dire. Et donc, une opportunité, alors ça c'est à avoir en tête, et puis par ailleurs, des opportunités effectivement évidentes et importantes à travers le plan de relance qui a l'objectif d'accompagner tout ça. Et puis peut-être un dernier point sur la question de l'éco-modulation, parce que ça va être un facteur, je dirais, qui est nouveau à travers la loi AGEC, où le metteur en marché, maintenant, peut jouer sur l'éco-modulation quand vous achetez un canapé ou un réfrigérateur, il y a une écotaxe, on va dire, et cette écotaxe, maintenant, va intégrer la notion de recyclabilité et d'incorporation de matières recyclées. Donc ça, c'est des éléments très positifs.
Voilà, je propose de passer au dernier slide, comme ça je tiens dans le timing. Non, voilà, juste pour dire un petit mot sur ce contrat stratégique de filière qui a une très très grande ambition. Donc le premier était signé il y a 2 ans et là on a un avenant qui va beaucoup plus loin et donc notamment sur les questions de recyclabilité, on a ciblé la question des pales d'éoliennes, ça fait partie de nos travaux et on travaille avec les CSF, nos systèmes énergétiques là-dessus. Les plastiques également, mais centrés sur les polluants organiques persistants, les plastiques bromés. Et puis tous les sujets, je dirais, que j'ai pu évoquer rapidement sur le numérique, la robotique, la promotion du savoir-faire français à l'étranger, les métiers et les compétences, puisqu'on va devoir évoluer, former nos gens. On imagine, enfin on estime plus 25% de création d'emplois d'ici 2030. Voilà, j'en ai terminé et donc voilà, je reste disponible un quart d'heure pour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Écoutez, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour des questions. Il y a 2 questions pour Renaud. Il y en a notamment une. Monsieur Billet, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que vous seriez intéressé à intégrer des fibres de textile usagées dans votre cycle de production? C'est marqué entre parenthèses isolation. Et finalement, ça revenait un petit peu, vous parlez tout à l'heure de votre ambition de mettre 33% de matériaux recyclés dans quelques années. Est-ce que vous savez un peu sur quelle famille de matériaux? Alors, aujourd'hui, il y a alors, sur la partie fibre, alors nous, on ne le fait pas directement sur notre propre process, mais alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on le fait déjà sur les isolants, notamment les insonorisants acoustiques, pardon. Donc, il faut plus se rapprocher de gens comme Florecia ou Borges qui, à mon sens, le font déjà. Ensuite, sur la partie recyclage, oui, aujourd'hui, le gros enjeu, c'est les plastiques. On récupère les plastiques, on a des filières où à partir des plastiques recyclés, on qualifie, enfin, je dirais, on trie et ensuite on qualifie les plastiques. Ensuite, la difficulté, c'est d'arriver à avoir alors, les plastiques sont classés sous forme de ce qu'on appelle des grades, hein, qui correspondent à des niveaux de caractéristiques et de pureté du polypropylène ou des choses comme ça. Et à partir de là, la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à les spécifier dans des nouveaux produits. Et c'est ça en fait tout l'enjeu des mois et années qui viennent, quoi. Donc le gros enjeu, ça va être le plastique. Après, tous les métaux, je dirais un peu précieux, sont aujourd'hui, en tout cas le cuivre, etc., font déjà l'objet de filières de récupération importantes parce qu'ils ont une forte valeur. Je dirais que maintenant, les enjeux, c'est tout ce qui tourne autour des batteries. Et d'ailleurs, nous, on a signé des partenariats avec des gens comme Solvay ou Veolia pour justement être capable de traiter la chimie très spécifique à ces composants et de la réutiliser après, derrière, dans nos produits. D'accord, ça rejoint une première question qu'il y avait. Comment s'organise le remplacement des batteries qui seront de retour en 2025? Alors, en fait, aujourd'hui, on a déjà, nous, organisé le collectage des batteries. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a des batteries qui vont arriver par notre propre réseau, par les concessionnaires et les affaires. Aujourd'hui, les batteries, c'est un composant qui ne plaît pas du tout au réseau parce que c'est un composant de stockage d'énergie. Donc, par définition, il est potentiellement dangereux. Et donc, à chaque fois que des concessionnaires ou des centres de destruction de voitures récupèrent des batteries, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous appellent parce qu'ils ne veulent pas les garder chez eux. Donc, ça simplifie notoirement le collectage, parce que du coup, dès qu'il y a des batteries qui sont libérées, on est aussitôt informé et on les récupère. Et donc, elles sont aujourd'hui orientées. Alors, soit on arrive à les réparer, et nous, on a des gens qui vont dans les affaires, qui sont habilités à intervenir sur les batteries, je dirais qu'il les répare sur place, ou à proximité, ou soit si vraiment la batterie est hors d'usage, elle est routée vers Flins. Là, on la démonte. Et en fait, les batteries, à l'intérieur, c'est un Lego, hein, donc il y a plein de modules. Et en fait, quand la batterie est hors d'usage, en fait, ça veut dire qu'il y a certains modules qui sont plus utilisables, mais il y a encore des modules qui sont récupérables. Donc, en fait, à partir de là, on trie les modules. Et soit on refait des batteries, soit on fait autre chose, donc des modules de stockage d'énergie ou d'autres applications.
Parce qu'en fait, quand la batterie, elle est très très fortement sollicitée sur les applications automobiles, hein, quand vous faites ou vous roulez en ville, vous freinez, vous accélérez, donc la batterie est soumise à d'énormes modes transitoires avec énormément d'énergie qui doivent être libérées brutalement. Mais par contre, quand on fait du stockage d'énergie en stationnaire, la batterie est beaucoup moins sollicitée. Et donc, ces modules qui sont plus utilisables pour l'automobile ont encore enfin, un grand temps d'utilisation sur d'autres applications après, quoi. Avant d'arriver à l'extrême qui est le démantèlement. Ok. Donc on voit du coup, vous passez aussi par des partenariats avec d'autres acteurs de la filière et finalement, peut-être, quelles sont un peu les opportunités que vous voyez pour vos chaînes de sous-traitants et comment un peu ils peuvent s'organiser pour répondre aux besoins que vous aurez dans quelques années? Alors, la difficulté ou l'enjeu, c'est que dans ces filières-là, il y a besoin d'investissement et pour rentabiliser ces investissements, il faut qu'on arrive à atteindre une taille critique de matière à traiter en face de ces investissements. Donc, je dirais qu'il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est d'arriver à organiser un collectage qui permette d'atteindre la masse critique sans que le coût logistique, je dirais, obère le fait que la matière, elle nous revient à quasiment coût zéro, parce que sinon, à partir du moment où enfin, la matière recyclée, elle est en concurrence avec la matière neuve, hein, donc à un moment donné, il y a un équilibre économique qui se fait naturellement entre les deux. Donc il faut qu'on arrive à garder la compétitivité de la matière recyclée. Et de l'autre enjeu, ben, c'est justement d'arriver à intégrer dans nos futurs produits, au travers des cahiers des charges, ben, des matières qui sont, a priori, pour des ingénieurs de bureau d'études, moins séduisantes que la matière neuve. Donc, c'est là tout l'enjeu et c'est pour ça qu'on commence à travailler déjà avec nos propres fournisseurs. D'accord. Bon. Merci. Peut-être la même question pour Monsieur Delavernet. Un peu vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos fournisseurs pour qu'ils puissent également anticiper au mieux la fin de vie? En fait, effectivement, on a des discussions assez avancées avec nos fournisseurs pour être dans une logique d'éco-conception et nous permettre de répondre d'ailleurs à la réglementation qui est de plus en plus stricte concernant la gestion de la fin de vie. Pour le solaire, ça fait quelques années que le panneau photovoltaïque est un D3E, est un déchet réglementé. Donc j'ai envie de dire, c'est une filière qui a déjà atteint sa maturité. Et sur l'éolien, on a depuis l'année dernière une augmentation forte de la réglementation autour de la recyclabilité des installations. Aujourd'hui, je me permets de répondre en soulignant néanmoins que deux choses. Le premier point, c'est que notre vision de l'économie circulaire n'est pas une vision de boucle fermée. C'est-à-dire qu'on n'attend pas on n'est pas dans une logique de fabriquer des panneaux solaires avec des panneaux solaires, de fabriquer des éoliennes avec des éoliennes, des pales d'éoliennes avec des fibres issues de pales d'éoliennes. On considère qu'il y aurait finalement une perte de valeur financière et environnementale à aller chercher, on parlait des grades tout à l'heure, en permanence les grades équivalents à ceux qui sont nécessaires pour fabriquer initialement les composants de nos installations de production d'énergie. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement qu'on parle d'installations qui vont produire de l'énergie pendant 25, 30, voire 40 ans pour des panneaux solaires. Mon point n'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas lieu de se poser la question, on se la pose. Mon point est de dire qu'il faut mettre en perspective la question de l'intégration de nouveaux composants ou de la recyclabilité des installations en regard du service rendu effectivement, et que si, in fine, le taux d'intégration de matières recyclées dans les installations de production d'énergie reste durablement faible, voilà, il faut bien prendre conscience qu'il s'agit de produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables avec ces composants et que l'enjeu est plus de gérer la recyclabilité et pour mettre sur le marché des déchets à de plus en plus haute valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre des panneaux solaires en travaillant sur la qualité des fractions obtenues, plutôt que d'essayer de chercher des boucles fermées avec nos fournisseurs. Merci beaucoup. Merci messieurs pour vos éclairages vraiment très, très intéressants. Je
Je tiens également à remercier du coup tous nos partenaires de cette journée, donc à la fois la région Occitanie, l'Adréal, l'Adretz, l'ADEME, les pôles de compétitivité Derby et Aerospace Valley, Federec, Recycloc Textile et Polivia. Donc là, on finit ce temps commun et maintenant, il va y avoir en parallèle 2 tables rondes, soit sur la filière des métaux stratégiques, soit sur les filières plastiques. Donc il va falloir vous déconnecter et vous connecter sur l'autre lien qui vous a été envoyé. Et juste un dernier rappel, n'oubliez pas qu'il y a les rendez-vous B2B cet après-midi, donc n'hésitez pas à solliciter des rendez-vous pour pouvoir rencontrer tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui. Merci encore à vous, Monsieur Burnand, Monsieur Delavernay, Monsieur Billet. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous. Engie sera bien présent cet après-midi, d'ailleurs. La personne de Philippe Alexandre, je crois, qui est présent en ligne. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. Au revoir.